Bonjour, je suis le docteur Coton et je vais vous faire un topo sur le burn-out. Le burn-out est un terme surmédiatisé, avec parfois de fausses informations qui circulent à son sujet, parfois le terme est mal employé. Il n'en reste pas moins un véritable fléau. Depuis plus de 30 ans, le motif de consultation professionnelle augmente et installé depuis 3 ans, avec une vingtaine de nouvelles demandes par semaine. Quasiment la moitié, si ce n'est plus, des nouvelles demandes sont en relation avec un motif professionnel. Le burn-out invite à se poser la question de la place et du rôle du travail. Le monde du travail est de plus en plus froid, hostile, exigeant. Les techniques de management ont tendance à considérer l'humain comme une ressource. Et les individus se retrouvent émotionnellement et physiquement épuisés, en quête de sens sur leur identité professionnelle. Le burn-out constitue alors un indice de séparation entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Il est issu d'une usure graduelle et continue des valeurs, de la dignité, de l'esprit, de la volonté. C'est un cercle vicieux, une spirale descendante qui n'est pas liée à la personne, mais à l'environnement humain dans lequel elle. Le burn-out n'est pas une notion tout à fait récente. On en trouve déjà quelques traces dans l'Ancien Testament, avec la grande fatigue du prophète Élie, qui, en une seule journée, détruit des prêtres idolâtres, fait un marathon de prières, se dispute, se réconcilie avec le roi Achab, construit un autel, amène le peuple d'Israël à Dieu, court plus vite qu'un chariot lancé au galop. Selon certains, il aurait été suicidaire et dépressif. Moïse lui-même, exténué, est tenté par la mort lors de la traversée du désert, parce qu'il trouvait que Dieu lui avait donné une tâche trop difficile. Au Moyen Âge, le mot travail n'apparaît dans le langage courant qu'à la fin du XVe. Il vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture à 3 pieux pour punir les esclaves rebelles. Avant, le mot travail était utilisé différents mots reflétant plusieurs états d'esprit. Le mot labor, qui donnera le mot labeur, c'est-à-dire la peine, c'est le prix à payer pour le péché original, mais c'est aussi une activité valorisante, les paysans et les moines travaillant la terre pour l'amour de Dieu. L'ars, qui est le métier de l'artisan, l'opus, qui donnera le noble mot d'œuvre. Il existe déjà des combats sociaux et ouvriers. Un père franciscain à la fin du XIIIe siècle note que les agriculteurs se laissent ronger et opprimer par les seigneurs sous le poids très lourd des corvées. En milieu urbain, à partir du XIIIe siècle, l'artisanat se développe et s'organise au sein de corporations. Ils demandent des journées de 8 heures et d'ailleurs font la grève pour les obtenir. En 1599, Shakespeare décrit une passion dévorante avec le terme burn-out. Tissot, médecin suisse, en 1768, publie un ouvrage consacré aux pathologies des gens sédentaires, de la santé des gens de lettres, dans lequel il décrit l'intempérance littéraire. Je serais bien satisfait si cette respectable partie des hommes, qui se consacre à l'instruction des autres, trouve ici quelques conseils dont l'observance puisse diminuer les maux auxquels leur vocation les expose. Une digestion lente, un durcissement du cerveau avec le temps. Au XIXe siècle, Gustave Flaubert, en 1875, à l'âge de 53 ans, ne va plus bien. Il a des soucis financiers, des proches sont décédés, il est en panne d'inspiration, il est incapable d'écrire une ligne et se sent fini. Il est triste, a pris du poids. Il part alors se reposer en Bretagne à Concarneau, chez des amis, au bord de la mer, pour ne rien faire, si ce n'est s'adonner à des plaisirs simples. Promenade, bain de mer, conversation, repas de coquillages, sommeil. Il va mieux au bout de 10 jours. Nietzsche, en 1882, dans Le Gai Savoir, décrit le travailleur zélé, sacrifiant sa vie à sa vertu. En 1900, le terme burn-out apparaît dans le vocabulaire anglais courant et désigne un excès de travail entraînant une mort précoce. Schneider, en 1911, décrit un type de neurasthénie affectant les instituteurs, dont les symptômes sont très variables.
troubles du sommeil, hypersensibilité cutanée, auditive et visuelle, migraine, fatigue, troubles de l'attention et de la concentration, affaiblissement des performances, abattement, irritabilité, troubles de l'appétit et incapacité de travail. En 1922, Myers développe la notion de fatigue industrielle et accuse le rythme rapide plutôt que la dépense d'énergie. Henri Vallon, en 1930, étudie les excès de l'organisation taylorienne du travail chez les ouvriers. Il introduit la notion de charge mentale et explique qu'être amputé de son initiative pendant sa journée de travail aboutit à l'effort le plus dissociant, le plus fatigant, le plus épuisant qui se puisse trouver. Claude Veil, interne en psychiatrie à la Sécurité sociale, soutient sa thèse « La fatigue industrielle et l'organisation du travail ». En 1956, Louis Le Guillan, dans son livre « Le drame humain du travail », décrit la névrose des téléphonistes et des mécanographes des chèques postaux. Il aborde la sociogénèse des troubles mentaux et pour lui, la seule voie féconde recherche l'adaptation des voies de vie et de travail à la nature humaine. Graham Greene, en 1960, dans son livre A Burnout Case, La saison des pluies en français, met en scène un architecte renommé qui rejoint une léproserie africaine pour fuir le néant intérieur qui le ronge. Il décrit un équivalent mental du processus de mutilation progressive dû à la lèpre et s'inspire de Dante « Je ne mourus pas, et pourtant nulle vie ne demeura ». En 1974, Herbert Freudenberger, qui est un psychologue américain, établit la première description médicale. Il décrit la démotivation physique et psychique des soignants et travailleurs sociaux, pourtant très impliqués d'un centre alternatif d'aide à la désintoxication. Maslar et Pines, en 1976, contribuent à la popularisation du concept. Maslar lui donne une assise universelle. Qu'en est-il du travail actuellement? Eh bien, on va noter plusieurs caractéristiques. Il existe moins de valeurs intrinsèques liées au travail, les performances boursières à court terme étant privilégiées à la croissance à long terme. Le travail est devenu une obligation plutôt qu'une ressource et le management est axé sur la rentabilité. La mondialisation de l'économie met en concurrence les pays riches avec les pays pauvres et est à l'origine de nombreuses délocalisations qui vont permettre de grandes économies pour les entreprises. La technologie, qui est une stratégie pour accroître la productivité, va permettre une gestion des RH très serrée avec réduction des effectifs, baisse de la qualité des services. Il existe une redistribution des pouvoirs, perte de pouvoir des syndicats, micromanagement qui exige que les salariés se concentrent sur le profit. Le micromanagement s'occupe de surveiller un salarié sur une tâche précise, alors que le management s'occupe du résultat global que le salarié va avoir à la fin de son action. Le pouvoir centralisé au sein des entreprises qui bride les initiatives des salariés, les rendant moins réactifs aux conditions locales. Et il existe ainsi un déclin de la citoyenneté dans le monde du travail, avec une difficulté à s'engager dans le travail, et les actions encouragent les directeurs généraux à exploiter la valeur intrinsèque des entreprises pour leur profit personnel. Les principales approches psychosociales comme modèle théorique pour décrire le burn-out. Qu'est-ce que l'approche psychosociale? C'est une approche qui étudie le développement psychologique d'un individu et son interaction dans un environnement social. Elle est inspirée des théories de la communication intégrative et de l'adaptation interculturelle. Elle utilise des notions de psychologie, de sociologie, de sciences de gestion. Dans cette approche, l'identité est le fruit de l'interaction entre la personnalité et l'environnement, qui est aussi décrit comme un champ de force psychosocial. C'est l'environnement socioculturel qui forme la personnalité et les comportements. L'individu est ainsi le produit d'une culture, c'est-à-dire d'un ensemble de pratiques et de croyances formant une communauté. Le produit de normes, ce sont des règles de conformité pratiquées par l'ensemble des éléments d'une société ou d'un groupe.
ce sont les rituels, les habitudes, et de rôle et de statut. Par exemple, le statut de femme qui va être différent du rôle d'amante, d'épouse, de mère, de chargée de communication, etc. Dans le cadre du travail, cette approche propose de confronter les caractéristiques individuelles du sujet avec les dimensions collectives du travail et l'analyse de l'activité elle-même. Freudenberger en 1974, donc en observant les travailleurs sociaux auprès des patients toxicomanes de son centre, a constaté certaines choses. Il explique: je me suis rendu compte au cours de mon exercice quotidien que les gens étaient parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous l'effet de la tension produite par notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. On voit là, dans cet incendie intérieur, le burn-in que l'on retrouve souvent dans les descriptions du burn-out. Pour lui, le burn-out, c'est la maladie du battant. Il remarque qu'elle est liée à un engagement excessif répondant à une demande trop intense. Donc, il y a l'engagement qui est excessif, il y a aussi quand même la demande qui est trop intense. Les salariés les plus engagés sont les plus exposés. Ce sont les salariés idéalistes en recherche de reconnaissance, qui ont des attentes importantes vis-à-vis du travail, qui s'identifient énormément à leur travail. Du coup, leurs attentes sont rapidement attaquées par la confrontation à la réalité, à la routine. Et l'implication au travail s'estompe progressivement. Il décrit ainsi le burn-out comme un état de fatigue et de frustration, de dépression provoqué par l'engagement dans une cause, un mode de vie ou une relation et qui échoue à produire les résultats escomptés. Pour mémoire, plusieurs autres modèles théoriques sont cités ici, ils sont foison. Karasek, en 1979, parle du Job Demand Control Support Mode, qui va donc prendre la demande psychosociale, la marge de manœuvre et le soutien social comme composante principale. Czernis, lui, étudie l'individu et l'environnement qui interagissent dans un processus évolutif. Edelwitsch parle des 5 étapes de la désillusion. Lauderdale pointe l'accélération du temps comme une des causes importantes de burn-out. Mayer, lui, décrit 4 types d'attentes. Renforcement positif, contrôlabilité des renforcements, punition, contrôlabilité du sujet lui-même, et explique que lorsque les attentes de punition sont élevées et que les 3 autres types sont faibles, eh bien, le burn-out se déclenche. Pines et Aronson mettent l'accent sur la quête de sens dans le travail. Farber décrit 3 profils de burn-out, le type frénétique, qui va correspondre au workaholic, le type sous-stimulé, under-challenged, qui va éventuellement correspondre à ce qu'on appelle le bore-out, et le type épuisé, worn-out. Sigrist constitue le modèle ERI, Effort Reward Imbalance, qui décrit un déséquilibre entre l'effort demandé et la récompense, et Gilles et Monte insistent sur les difficultés interpersonnelles comme cause de burn-out. Pour finir, le modèle de Maslar et Leiter en 1997, qui est un modèle très connu et utilisé. C'est un syndrome tridimensionnel résultant de l'érosion d'un état mental positif qui est l'engagement par un stress cumulatif. Il trouve donc ses racines dans le temps. Il est l'aboutissement, la conséquence de stress quotidiens qui finissent par user et épuiser l'individu. Il est à la fois un état individuel, c'est la dimension stress du burn-out, une stratégie de coping, la dimension émotionnelle du burn-out, c'est-à-dire comment la personne va réagir au stress, et une conséquence qui est la dimension d'auto-évaluation de soi. Détaillons maintenant les 3 composantes principales du burn-out. La première, c'est d'abord l'état de fatigue psychologique ou d'épuisement émotionnel.
La personne est stressée, irritée, impulsive. Elle n'a plus d'énergie, elle se sent fatiguée émotionnellement, elle a des répercussions somatiques parce qu'elle puise dans ses ressources. Elle n'arrive plus à se détendre et à récupérer et elle développe des stratégies d'évitement. Elle se désinvestit, se retire ou à l'inverse devient hyperactive. La deuxième étape, c'est un état de dépersonnalisation, de déshumanisation de la relation. La stratégie de coping, le mécanisme de défense face à l'épuisement émotionnel, va être d'ériger des barrières émotionnelles. La personne adopte alors une attitude négative et détachée, se désengage du relationnel, perd ses idéaux, devient cynique. Ce retrait psychologique prédit le désengagement total de la personne. La dernière étape, c'est la perte du sentiment d'accomplissement personnel et de réalisation de soi. La personne se sent inefficace, incompétente, se dévalorise, perd l'estime et la confiance en elle-même. Sa motivation au travail, sa motivation intrinsèque chute. Elle perd le sens du travail, elle n'y trouve plus de sens et elle n'arrive plus à faire face aux aléas professionnels car chaque nouveau projet lui paraît alors insurmontable. Quelles sont les causes du burn-out selon Maslow? Ce sont 6 facteurs principaux liés au travail qui vont souligner l'absence d'harmonie et le décalage entre l'individu et le travail. Le premier facteur, c'est la surcharge de travail et la complexité des tâches. La réduction des effectifs sans la réduction des tâches, le rythme plus intensif sont donc en cause. L'imprécision des missions et les objectifs irréalistes tout autant. Le deuxième facteur, c'est le manque de contrôle, la non-maîtrise des activités ou alors le manque de ressources ou de formation appropriée qui aboutit à une non-maîtrise des activités. Les gens, en effet, veulent pouvoir choisir, prendre des décisions, penser et résoudre les problèmes. Le message qui leur est envoyé, c'est « on ne peut avoir confiance en vous » et la personne se sent alors humiliée. Le troisième facteur, c'est l'insuffisance des rétributions, que ce soit récompense financière ou reconnaissance, puisque lorsque le travail est reconnu, eh bien, on peut développer un sentiment de fierté, le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'utile et d'important. L'effondrement du sentiment collectif, avec une absence de soutien social, perte de cohésion d'équipe. En effet, lorsqu'il y a dégradation de l'esprit de groupe, lorsqu'il y a des conflits chroniques non résolus, eh bien, une atmosphère de stress s'installe et péjoratif pour le travail. Les manquements à la justice, avec les sentiments d'injustice et de non-équité des salariés, va entraîner une dégradation du respect mutuel et des valeurs communes. Et pour finir, les conflits de valeurs, c'est le décalage entre les valeurs de l'individu et celles de l'entreprise qui vont entraîner une usure morale. L'évolution du burn-out, eh bien, elle suit les 3 phases du syndrome général d'adaptation au stress de Hans Selye. On va avoir une réaction d'alarme, c'est le moment où la personne se retrouve surchargée de travail, dans des conditions de travail stressantes, perturbantes. Elle va d'abord s'adapter pour trouver un équilibre. Elle va donc résister à tous ces stress, utiliser toutes ses ressources personnelles et lorsque ces ressources personnelles seront épuisées, eh bien ce sera lui qui sera épuisé puisqu'il va s'effondrer, il n'aura plus d'énergie. Quelles sont les étapes du burn-out? Eh bien, selon les descriptions, elles vont être un peu différentes, mais de toute façon, elles tournent toujours autour des mêmes items et des mêmes notions. L'installation du burn-out est décrite ainsi: la personne surinvestie au travail risque de connaître un effondrement physique, psychique et émotionnel qu'elle ne pourra plus contenir sereinement. Elle va se retrouver au bord du gouffre du burn-out et c'est la goutte d'eau
qui va faire déborder le vase, ou l'incapacité à se lever le matin qui va marquer l'esprit de la victime, alors que son problème remonte à plusieurs semaines en amont. Les conséquences seront plus ou moins graves, mais toujours déstabilisantes pour la victime qui doit comprendre comment elle en est arrivée là et pourquoi elle n'a pas su se protéger. Il est donc clair que le burn-out est un processus très progressif qui va amener du plaisir éprouvé au travail à l'effondrement, en passant par les étapes de surmenage, d'acharnement et de désillusion vis-à-vis du travail. Maslar décrit le tableau complet du burn-out selon 4 parties principales. Les symptômes physiologiques, troubles du sommeil, troubles musculo-squelettiques, douleurs diffuses, céphalées, troubles digestifs, cardiovasculaires, etc. Des symptômes cognitifs avec des troubles de la concentration, un isolement, un détachement émotionnel, des troubles de la confiance et de l'estime de soi, des symptômes affectifs avec dysphorie, hypersensibilité, dépression, pessimisme, cynisme, et des symptômes comportementaux avec baisse de la productivité, augmentation de l'abus de substances toxiques, irritabilité, problèmes relationnels, repli sur soi, absentéisme. Maslar insiste sur la spirale négative du burn-out et explique que plus les gens sont stressés, moins ils reçoivent de soutien dans leur vie personnelle et moins ils peuvent faire face aux problèmes professionnels. L'HAS, dans son mémo de 2017 sur les bonnes pratiques face au burn-out, décrit le burn-out selon 5 composantes principales, les composantes émotionnelles, cognitives, qui sont à peu près les mêmes que celles vues précédemment, les composantes comportementales ou interpersonnelles, avec un repli sur soi, l'agressivité, la violence, la baisse de l'empathie, le ressentiment à l'égard des collaborateurs, les comportements addictifs. La composante motivationnelle avec un désengagement progressif, un effritement des valeurs, des doutes sur ses compétences et la composante physique avec des symptômes non spécifiques qui sont là aussi à peu près les mêmes que précédemment. L'HAS insiste sur le fait d'évaluer le risque suicidaire, d'éliminer des pathologies sous-jacentes et d'analyser les conditions de travail avec le médecin du travail ou le centre de consultation de pathologie professionnelle. Il existe des marqueurs physiologiques au burn-out. Le burn-out va être marqué par une altération du traitement des informations de nature émotionnelle, engendrant un cercle vicieux biologique qui augmente la vulnérabilité au stress émotionnel. Le taux de cortisol est, comme dans la dépression, supérieur à la normale. À l'EEG, on remarque une réponse corticale aux stimuli émotionnels diminuée, avec donc une diminution des capacités de régulation, là ce qui diffère de la dépression. La vitesse de traitement des informations émotionnellement négatives est plus importante que celle des informations émotionnellement positives. Les informations négatives vont donc plus marquer que les positives. Il existe aussi une difficulté à réguler les émotions négatives et les symptômes physiques associés. On note aussi une altération des capacités attentionnelles et de la mémoire de travail par déconnexion de l'amygdale et des aires préfrontales. La personne va donc devoir fournir des efforts cognitifs plus importants et va avoir plus de mal pour se concentrer sur une longue durée, pour intégrer au fur et à mesure de nouvelles informations et pour passer plus facilement d'un exercice mental à un autre.